Jean-Jacques Rousseau, un grand philosophe du 18e siècle, disait que l'être humain est naturellement bon. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. Mais il existe un postulat similaire en droit criminel canadien. C'est-à-dire qu'un accusé va être présumé innocent jusqu'à ce qu'on prouve le contraire. C'est ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Et c'est quoi exactement la présomption d'innocence? Allons droit au but. La présomption d'innocence, c'est un droit dont les origines historiques remontent à très longtemps, avant même la colonisation de l'Amérique du Nord par les Européens. Mais aujourd'hui, c'est un droit qui est garanti par la Constitution elle-même, à l'alinéa 11 de la Charte canadienne, qui prévoit qu'un accusé est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais la présomption d'innocence, en tant que principe juridique général, ça implique en fait deux choses. Le fardeau de la preuve et la norme de preuve. Donc, je traiterai de chacun de ces concepts un après l'autre. Premièrement, le fardeau de la preuve. Dans un système de justice pénale comme le nôtre, dit accusatoire, c'est à l'État à faire la preuve que l'accusé a commis l'infraction. L'accusé n'a pas à aider l'État de quelque manière que ce soit. Pourquoi? Mais on le sait, le pouvoir de déclarer un comportement comme étant criminel est très sérieux. Une déclaration de culpabilité implique plusieurs conséquences, donc allant de l'inscription sur un registre de délinquants dangereux à l'ostracisme de la société, voire des peines d'emprisonnement qui peuvent varier. Donc c'est naturellement à l'État de faire la preuve que l'accusé a commis une infraction et pas à l'accusé à se défendre. En fait, cette composante du droit à la présomption d'innocence s'applique très bien avec les autres droits garantis par la Charte canadienne, notamment le droit à la protection contre l'auto-incrimination et le droit au silence. Je vais traiter de ces droits dans des capsules spécifiques, mais pour l'instant, ce qu'il y a à retenir, c'est ce qui suit. Un accusé n'a jamais à donner une défense. Il n'a pas à témoigner et on ne peut pas l'obliger à témoigner. En d'autres mots, au terme de la preuve de la couronne, l'accusé pourrait tout simplement se lever et dire au juge « Monsieur le juge, l'État n'a pas fait la preuve que j'ai commis l'infraction. Et si le juge conserve un doute raisonnable, j'y reviendrai, il devra acquitter l'accusé. » En d'autres mots, le fardeau de la preuve, c'est dire que c'est à l'État qu'incombe la responsabilité, si on peut dire comme cela, de prouver que l'accusé a commis l'infraction. Ce qui m'amène à vous parler de la norme de preuve. La norme de preuve en droit criminel est beaucoup plus exigeante qu'en matière civile. En matière civile, on parle de la prépondérance des probabilités, c'est-à-dire quel argument est le plus convaincant. Si on devait faire une image, on aurait une balance et sur chacun des plateaux, on aurait les arguments des parties, et la partie qui gagnerait, c'est tout simplement celle vers laquelle la balance pencherait, aussi peu ce soit-il. En droit criminel, étant donné que les conséquences sont plus graves, la norme de preuve est plus exigeante. On parle d'une norme de preuve hors de tout doute raisonnable. C'est-à-dire que si le juge conserve un doute raisonnable, je reviendrai sur la définition d'un doute raisonnable, mais s'il conserve un doute raisonnable à l'égard de l'un des éléments essentiels de l'infraction, il devra acquitter l'accusé. Bon moment pour faire une parenthèse. Quels sont les éléments essentiels d'une infraction? En droit criminel, une infraction comporte des éléments dits essentiels qui doivent chacun être prouvés pour que l'on considère que l'accusé a commis une infraction. Généralement, chaque infraction a au moins un élément matériel, donc une action ou une omission, c'est ce qu'on appelle l'actus reus, et un élément mental, la mens rea, qui est propre à l'accusé. Les éléments essentiels de l'infraction sont habituellement énumérés dans le libellé de l'infraction. Prenons un exemple, les voies de fait. Si Jean donne un coup de poing à Marc, c'est possible qu'il ait commis des voies de fait. Pour que ce soit le cas, l'État devra faire la preuve hors de tout doute raisonnable que Jean a employé la force contre une personne de manière intentionnelle sans son consentement. Donc si on analyse ces éléments essentiels, on voit que d'employer la force contre une personne, c'est une action, ça fait partie de l'actus reus, donc l'acte coupable, alors que de manière intentionnelle, on parle plutôt de l'intention donc de l'accusé, donc de son état d'esprit, ce qui s'approche beaucoup plus de la mens rea. Avant de continuer, un tout petit peu de vocabulaire. En droit, la personne qui détermine s'il conserve un doute raisonnable à l'égard de l'un des éléments essentiels de l'infraction,
c'est le juge des faits. Mais c'est qui le juge des faits? Le juge des faits, en fait, ça peut être deux personnes, dépendamment du cas. Au Canada, des fois, on a des procès devant le juge seul. Donc, c'est seulement une seule personne, le juge avec la toge, qui va prendre toutes les décisions, que ce soit sur le droit, par exemple, l'admissibilité d'une preuve, ou sur les faits, donc, est-ce qu'il y a un doute raisonnable. Mais des fois, on a aussi des procès devant juge et jury. Dans ces situations, ça va être le juge qui va prendre les décisions sur le droit, donc les objections, alors que ça va être le jury qui va prendre les décisions sur les faits. Donc, est-ce qu'il conserve un doute raisonnable à l'égard de l'un des éléments essentiels de l'infraction? Donc, le juge des faits, ça va être dépendamment du cas, la personne qui va prendre cette décision. Ce qui m'amène à vous parler du doute raisonnable. C'est quoi un doute raisonnable? Je vous ai dit plus tôt que la norme de preuve hors de tout doute raisonnable, c'est une preuve qui est très exigeante, mais aussi très convaincante. En effet, on s'approche de la certitude absolue sans nécessairement l'atteindre, par contre. Mais un doute raisonnable, c'est ce qui va faire pencher la balance de l'autre côté, ce qui va permettre d'acquitter l'accusé. Un doute raisonnable, autrement dit, c'est un doute qui est fondé sur la logique et le bon sens, donc qui n'est pas imaginaire ou frivole, ou comme on dirait en bon québécois, tiré par les cheveux. C'est un doute qui est logique et fondé sur le bon sens, qui va permettre au juge des faits de douter d'un des éléments essentiels de l'infraction. Je vous ai donné l'exemple tantôt des voies de fait. Mais si le juge des faits conserve un doute qui est logique et fondé sur le bon sens, que la victime aurait peut-être consenti à l'usage de la force, mais à ce moment-là, l'accusé devrait être acquitté parce que le juge des faits conserve un doute raisonnable à l'égard d'un des éléments essentiels de l'infraction, c'est-à-dire d'avoir employé la force sans le consentement. Mais comment on applique la présomption d'innocence hors de la sphère juridique? Mais pensez à ceci. La prochaine fois que vous allez entendre aux nouvelles, à l'actualité, qu'un individu a été arrêté ou accusé d'une infraction, mais qu'il n'a pas encore été déclaré coupable par un tribunal ou qu'il n'a pas encore reconnu sa culpabilité en plaidant coupable. Mais attendez 2 petites secondes et prenez 2 grands respirs. Et ne criez pas coupable immédiatement, parce qu'il se peut qu'au terme d'un procès, on détermine en fait que l'accusé n'était pas coupable de l'infraction et qu'il soit acquitté. Et donc, si c'était vous qui étiez dans ses souliers, ne voudriez-vous pas qu'on attende 2 petites secondes avant de crier coupable, qu'un tribunal vous reconnaisse coupable? On le sait, les conséquences peuvent être graves, ça peut ruiner la réputation de quelqu'un, alors qu'il est tout à fait innocent de l'infraction. Ce qui me permet de conclure en disant ce qui suit. Je vais citer un extrait d'une décision forte en droit criminel, La Reine contre Hawkes, où la Cour suprême nous dit ce qui suit. La présomption d'innocence confirme notre foi en l'humanité. Elle est l'expression de notre croyance que, jusqu'à preuve du contraire, les gens sont honnêtes et respectueux des lois. Ça va peut-être vous rappeler un peu ce que Jean-Jacques Rousseau disait à propos de l'humain, qu'il est fondamentalement bon. Mais encore une fois, je n'ai pas la réponse à ça. Donc, ce qu'il y a à retenir pour aujourd'hui, c'est ce qui suit. La présomption d'innocence, c'est 2 choses. C'est premièrement un fardeau de preuve et également une norme de preuve. Autrement dit, c'est le fait que la couronne a le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable chacun des éléments essentiels de l'infraction. Et tant que ça ne sera pas fait, l'accusé va être présumé innocent. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous comprenez mieux la présomption d'innocence et je vous vois la prochaine fois. Au revoir.